Des académiciens comme Bourdelle, comme Duby ont fait des biographies qui se sont intéressés aussi aux événements, qu'ils ont intégré les événements dans une réflexion plus large, mais qu'ils ne les ont absolument pas négligés. Et qu'ils ont aussi voulu remettre à l'honneur l'histoire des hommes et de l'espace, de la géographie, caractère géopolitique dont ils parlaient. Voilà, tout à fait. Et puis, alors il y a aussi un des grands instituteurs de la nation, qui est Ernest Lavis, donc qui a été lui directement impliqué dans la fabrique de l'histoire de l'époque de la Troisième République, d'une manière tout à fait intéressante. En effet, Ernest Lavis a commencé sa carrière comme précepteur des enfants ou du fils de Napoléon III. Et à ce moment-là, il disait, au Moyen-Âge, le seigneur était le défenseur et le juge du paysan, dont la cabane était bâtie au pied de son château. Il était juste que dans ce temps-là, le paysan paya les services qu'il recevait de son seigneur. Donc, tant qu'on est dans une époque, donc soit le Second Empire ou bien la période qui a suivi juste après, Ernest Lavis est relativement, si vous voulez, mesuré vis-à-vis de l'époque féodale. Il explique que la réaction contre les redevances que prélevaient les seigneurs date plutôt de la fin de l'Ancien Régime, l'époque de Louis XV. Alors par contre, quelques années après, il a réécrit ses manuels, et en particulier ceux pour les plus jeunes, en disant que les paysans donc étaient absolument écrasés par leurs seigneurs et que, à force de désespoir, ils finissaient par se révolter, mais qu'à ce moment-là, on leur coupait les mains. C'est ça, donc il y avait une sorte de contradiction entre les deux époques. On peut dire une évolution. Une évolution. Et un choix, on choisit plus les mêmes choses. Et alors ces mains coupées, elles me hantent parce que je les ai retrouvées dans un manuel de 1949 et elles sont encore présentes aujourd'hui. Et elles sont tirées, là encore, d'un roman de chevalerie. Donc on les recycle. Ah oui, il y a des exemples qui restent. En fait, Ernest Lavis donc a construit une histoire très unitaire, très unificatrice, en disant voilà, finalement, on va mettre en valeur tous les personnages qui ont servi la construction de l'unité française et de l'État français. Et ce qui est intéressant, c'est que ce choix dans l'histoire de France est radicalement contesté par un certain nombre d'historiens et de professeurs qui, finalement, sont un peu tentés de faire l'inverse, en disant on va dire voilà que tout ça c'était qu'une longue suite de crimes et d'horreurs et qu'il faudrait au contraire ne plus faire l'histoire de France mais l'histoire des autres, etc. Et finalement cette histoire elle contient les deux. Et dans l'histoire fabriquée, j'essaye de mettre en valeur des exemples de ces différentes traditions historiques. Est-ce qu'elles sont d'égale valeur pour vous ? Il y a deux questions. D'une part, est-ce que ces traditions, oui, sont d'égale valeur au regard de la vérité historique ? Est-ce que cette vérité est accessible ? Et est-ce que l'histoire peut réellement se dépolluer de toute idéologie ? Alors, il faut aborder ces traditions en cherchant la vérité. C'est-à-dire, si on explique, par exemple, dans les guerres de religion, il y a une dimension anti-royale, anti-autoritaire, contre cet absolutisme qui était déjà en train d'essayer de se mettre en place. Et donc, il faut d'abord dire, qu'est-ce que pensaient vraiment les gens ? Quelle est la réalité de cette époque ? Alors ensuite, l'histoire, elle peut nourrir un jugement politique, elle peut apprendre à réfléchir à l'action politique, mais en elle-même, Braudel disait, il fallait suspendre son propre jugement. C'est très difficile, mais il faut chercher à le faire. Et finalement, toute la difficulté de l'exercice de l'enseignement, c'est d'arriver à savoir qu'il y a un jugement, savoir se poser des questions, savoir mettre un jugement de valeur, dire peut-être qu'il vaut mieux effectivement chercher l'unité ou peut-être qu'il faut préserver la diversité, mais on va essayer de connaître et de comprendre. Est-ce que pour vous, Vincent Madré, les académiciens ont une forme de, je ne sais pas, de supplément de légitimité pour parler d'histoire ? Est-ce que le fait d'appartenir à l'académie, d'avoir peut-être pu échanger ou accéder à des archives, je ne sais pas, est-ce que cela constitue quelque chose de plus pertinent pour pouvoir s'exprimer ? Alors en fait, ils ont un supplément de reconnaissance parce qu'ils ont un parcours, ils sont intégrés quand on a les discours de réception. Celui qui reçoit le nouvel académicien fait sa biographie. Et finalement, cette consécration académique, cette mise en valeur, si on regarde le parcours des historiens qui ont été intégrés dans l'académie, on s'aperçoit qu'ils ont un supplément peut-être d'intelligence, de diversité, de curiosité, et que ceux qui les reçoivent mettent ça en valeur. Qui peuvent dire, voilà, mais il y a des notations, il y a par exemple Braudel qui est un homme du nord, de la Lorraine, donc du nord-est de la France, qui découvre l'Algérie et qui découvre la Méditerranée en étant nommé, non pas là où il le souhaitait, en Lorraine, mais en étant nommé à Alger. Et finalement, l'académie, elle met en valeur, elle reconnaît ce regard, cette qualité aussi littéraire. C'est-à-dire que finalement, l'académicien, c'est quelqu'un qui a su chercher, mais aussi faire connaître, faire comprendre par sa qualité d'écriture. Mais est-ce qu'à l'arrivée, il se dégage une sorte de savoir un peu unitaire, unifié de tous ces hommes, ou est-ce qu'il reste dispersé ? Est-ce que chacun garde complètement son identité ?
Alors ce qui est formidable, c'est que justement, il n'y a pas une espèce d'unification, une uniformisation, il n'y a pas de pensée unique chez les historiens académiciens, et peut-être qu'il nous donne une antidote contre cette tentation de ne voir l'histoire qu'avec nos propres passions ou avec l'esprit d'une époque, mais un esprit un peu renfermé, qui ne verrait que les valeurs de l'époque actuelle et pas la diversité des hommes et des situations. Il y a une forme de recul, de profondeur de champ. Vincent Badré, l'histoire fabriquée aux éditions du Rocher, ce qu'on ne vous dit pas à l'école. J'aimerais conclure parce que il faut en dire un mot, il faut donner un petit exemple. On a parlé tout à l'heure des femmes qui avaient, oui ou non, une âme. Est-ce que vous pouvez nous dire le regard que l'on portait sur Louis XIV, une figure comme telle, qui a d'ailleurs, je crois, été supprimée, semble-t-il, des programmes scolaires, non ? Alors Louis XIV n'a pas été supprimé, il a été mis à la fin du programme. Ce qui peut être une manière de le supprimer, car, je suis désolé d'avoir à le révéler, tous les professeurs ne terminent pas les programmes d'histoire. Et donc Louis XIV, finalement, a été, plus ou moins remis en valeur, ou supprimé, alors c'est un personnage qui est un peu controversé dans l'histoire de France, et qui l'était déjà à son époque. Et les académiciens en ont donné une vision, finalement, ils ont mis l'accent sur un certain nombre de caractéristiques de Louis XIV. Louis XIV comme chef pour Gaxote, Louis XIV comme persécuteur des protestants pour la Vis. Et ce qui m'a surpris en lisant les manuels actuels, c'est que Louis XIV est resté le même. C'est le Louis XIV de Saint-Simon qui étourdit de fait les aristocrates. C'est le Louis XIV qui a un bon serviteur qui s'appelle Colbert. Et là, on peut regretter que les manuels d'histoire, finalement, ne s'inspirent pas de Voltaire, qui disait, au temps de Louis XIV, les protestants n'étaient plus les protestants féroces et intolérants du XVIe siècle, et les protestants actuels ne sont plus du tout les mêmes non plus. Alors, quand on fait de l'histoire, on parle des protestants du XVIe siècle comme si c'était les protestants d'aujourd'hui. On n'arrive pas à les comprendre. Et pour Louis XIV, on ne tient pas compte des travaux des historiens qui ont montré que Colbert, par exemple, était peut-être un bon serviteur, mais que c'était aussi un bon serviteur des intérêts de son clan, que Louis XIV a mis en place effectivement une monarchie plus administrative qu'auparavant, mais que c'est aussi quelqu'un qui a été obligé d'aller mendier le soutien des banquiers à la fin de sa vie, parce que finalement son pouvoir n'était pas si absolu qu'on l'a dit. Une forêt de privilèges protégeait le pays en quelque sorte des excès d'un absolutisme. Alors effectivement, l'État de Louis XIV, c'est aussi un État qui ne s'occupe ni de l'éducation, ni de la religion, ou très peu, ni de très peu de l'économie, qui fait gérer par des entreprises privées une grande partie de son armée, dont les juges sont inamovibles et propriétaires de leurs charges, qui refusait même de s'ingérer dans le parcours de la justice. Peut-être que notre président normal n'en est pas encore tout à fait là. Allez, ça sera votre dernière réflexion un peu polémique, Vincent Badré. Mais en tout cas, est-ce que c'est pertinent de faire des comparaisons comme ça à des siècles de distance, après tout ? Alors, il faut faire des comparaisons sans faire des confusions, ce qui n'est pas du tout évident. C'est pas évident. Allez, l'histoire fabriquée, ce qu'on ne vous dit pas à l'école, c'est Vincent Badré, qui est professeur d'histoire-géographie en banlieue parisienne, et c'est publié aux éditions du